Bonsoir. Bonsoir. Alors, si je viens vous voir, et j'en suis désolé, c'est parce que tout d'abord j'ai une mauvaise nouvelle. Nous ne sommes pas égaux. Ça a l'air d'aller. Je vais même préciser mon propos. J'ai une très mauvaise nouvelle. Nous ne sommes pas égaux face aux choses du budget. L'argent, les banques, les assurances, tous ces trucs-là. On n'est pas égaux face à ça. Mais, j'ai une bonne nouvelle. C'est que moi, avant, quand je travaillais, j'avais un boulot, et mon boulot c'était égalisateur. Ouais, avant j'égalisais les gens. Okay. Avant je faisais de l'éducation budgétaire. Avant ça, on va prendre des bases extrêmement simples. Bon, dans le monde, il y a les banques. Je pense à peu près tous une banque, il y a peut-être même plusieurs banques. Donc, principe de base, les banques ont de l'argent. D'un côté, il y a les banques qui ont de l'argent. De l'autre côté, il y a vous. Vous avez plus ou moins d'argent. Parfois, vous aimeriez bien acquérir quelque chose, vous n'avez pas assez d'argent. Alors vous allez voir les banques. Et vous prêtent. En échange, vous rembourserez cette somme, et vous rembourserez même un peu plus, ça qui permet de payer les banques. C'est ça qui est bien. Ça s'appelle ça un crédit. Faites super gaffe avec ce mot, crédit. D'accord? Ça, c'est si vous êtes une personne et que vous empruntez. Bon, si vous êtes un État et que vous empruntez de l'argent, ça n'a rien à voir. Enfin, un crédit, c'est une dette. Ça n'a rien à voir. Comment ça, c'est le même geste alors? Alors, remarquez peut-être un truc assez amusant. C'est parfois, il y a des gens, ils ont trop de crédit. Ils ont emprunté trop d'argent, ils ont du mal à le rembourser. Et on ne dira pas d'eux qu'ils sont surcrédités. On dira d'eux qu'ils sont surendettés. Voilà, je vais vous faire remarquer tout ça. Alors, j'ai souvent regardé mes notes, profitez-en, buvez un peu, regardez-vous. Regardez votre téléphone si vous avez des applications, je ne sais pas. Donc voilà. Alors, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont un travail en lien avec ça, avec le fait que certains ne remboursent pas leur crédit. Il y a tout un écosystème de métiers qui existe dans ce pays, en Europe, dans le monde d'ailleurs, de gens dont on travaille en lien direct avec le fait qu'on ne rembourse pas toujours ses crédits. Moi, j'y bossais. Moi, je bossais là-dedans. Alors, sur ma carte de visite, il n'y avait pas écrit service de recouvrement. Non. Moi, sur ma carte de visite à moi, il y avait écrit référent pédagogique du programme d'éducation budgétaire. Ce qui rendait ma mère assez fière. Je faisais de l'éducation budgétaire. Alors, j'ai un problème. Aujourd'hui, hein, j'ai arrêté depuis un mois. Aujourd'hui, j'ai un problème. C'est que je pense que ce que je faisais, ça renforçait le capitalisme. Et même plus, je pense que mon boulot, ça légitimait le capitalisme. Et quand je vois vos regards quand je dis ça, je me dis que le plus simple, c'est quand même que je vous montre. Alors on va commencer avec un truc bancaire, genre niveau 1, ok? BEP. Respect, BEP, c'est pas un problème. Non mais genre, quand on débute dans le milieu bancaire, un truc qui fait pas peur, un truc qui fait absolument pas peur aux gens, on va parler du découvert. C'est extrêmement simple. Vous allez voir, le découvert en 5-10 minutes là, pouf, vous savez tout ce qu'il faut savoir. Extrêmement simple. Alors ça, c'est l'argent. Ça, c'est le temps. On met là, euro. Là, c'est le temps. Ok, d'accord. Ça, c'est 0. Et on va parler en dessous de 0. On va dire que c'est moins 200. Moins 200, ça va, c'est pas... Alors, bon, imaginons ça, c'est un mois. Imaginons que ça soit un mois. Moi, ce que je vous souhaite, cas numéro 1, le truc que je vous souhaite le plus, en gros, au début du mois, vous avez le salaire qui tombe, ou allocation, prestation sociale, peu importe, vous avez l'entrée fixe qui va arriver, d'accord? Puis au fur et à mesure du mois, vous allez payer vos charges, comme ça, machin. Le but du jeu, c'est de s'approcher le moins de 0 possible avant le mois suivant, quoi. Vous connaissez à peu près tous ce principe? C'est ce que je vous souhaite, d'accord? C'est ce qu'on souhaite, ce qu'on appelle une situation budgétaire saine. Ok? Arrive le cas numéro 2. Le cas numéro 2, bon ben ce mois-ci, je sais pas,
micro-ondes qui pète, le frigo, peu importe, des réparations sur la voiture, il va falloir passer en dessous de 0. Mais c'est pas grave, le mieux bancaire à tout prix. C'est un produit qui s'appelle le découvert, qui va vous autoriser à passer en dessous de 0 et à consommer de l'argent que vous n'avez pas, qui vont vous prêter en direct, comme ça. Ok, sans faire une demande de crédit. Alors, je vous ai mis moins 200, vous avez un contrat à moins 200, on va dire que vous allez à moins 100. Ok, et ces 100 là, que vous avez emprunté, il va falloir les rembourser. D'accord, il va falloir les rendre. Il va falloir payer des intérêts. Combien c'est les intérêts pour le découvert à peu près? Découvert autorisé, comme ça, vu une... 17%. 17%. À la limite de l'usure. La limite de l'usure, déjà on rentre dans la technicité. Bon, alors quand je bossais en moyenne en Alsace, on était aux alentours de 8 et 10 pour du découvert autorisé, d'accord? Donc je mets, bon je mets 10, hein, parce que j'aime bien. Donc 10%. Vous allez rembourser cette somme, plus 10% de cette somme. Par contre, vous commencez avec 100 moins le mois prochain. Hein. Faites gaffe, ça c'est le piège, désolé. Mais c'est cool, c'est sympa de leur part. Ça s'appelle le découvert autorisé. Mais il existe un truc en France. Donc on va parler maintenant. On appelle ça le non autorisé. Peut-être, dans une situation bien plus complexe, vous allez descendre, et là vous allez atteindre la limite de votre contrat qui se situe ici. Et vous allez faire une action bancaire qui va vous faire descendre en dessous de votre contrat. Vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le découvert non autorisé. Et là on en arrive à toute autre situation. Ça va faire comme ça. Alors il faut faire super bien. Déjà c'est pas le même taux, le fameux usure. On est plus à 19%. Donc là déjà c'est 19% d'intérêt de tout ce qu'il y a là-dedans, il faut le rembourser plus 19%. Sachant que vous avez déjà ça remboursé, hein. Et en plus ce qu'il y a là-dedans, ça c'est à 19%. Mais il y a un autre truc en plus, ça s'appelle la CI, la commission d'intervention. C'est extrêmement simple en réalité. Vous demandez à faire un acte bancaire pour lequel vous n'avez pas contractualisé. Ils ne sont pas censés accepter de vous prêter de l'argent à ce moment-là. D'accord? Ça, c'est une CB. Hein. Vous faites une CB à ce moment-là, ça peut passer, ça ne peut ne pas passer. Et donc, la commission d'intervention, c'est on va vous facturer le fait d'avoir demandé si vous pouvez emprunter de l'argent là, alors que vous êtes hors contrat. Donc, à chaque fois que vous allez faire un acte ici, vous pouvez avoir une CI, c'est facturé à l'acte. Et c'est facturé, que ce soit accepté ou non. Qu'on vous ait dit oui, ou qu'on vous ait dit non. Ok. En moyenne, en Alsace, on était à peu près à 8%, 8 euros, tarif fixe, la commission d'intervention. Ça peut varier d'une banque à une autre. Il y a des sites comparatifs qui ont été créés par le gouvernement, sous Michel Sapin de mémoire, pour comparer dans vos régions les tarifs bancaires sur ce genre de produits. Donc ce qu'il faut retenir sur le découvert, attention, le découvert se découpe en deux catégories, la zone autorisée, la zone non autorisée. Ce n'est pas les mêmes règles. Il y a une règle commune, je rembourse avec des intérêts, et l'autre règle c'est, attention, si je suis en non autorisé, si on accepte, si je fais des demandes, elles vont me coûter, qu'on les accepte ou qu'on ne les accepte pas. Ça va? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Félicitations, vous avez été égaliste. C'est un métier, hein. J'aime bien ce schéma. J'aime bien, mais il me faut un peu le cafard. Donc moi je faisais ça c'est de l'éducation budgétaire. C'est-à-dire là, j'ai pris quoi, 5-10 minutes, je vous ai expliqué un produit. Et vraiment dans les grandes lignes, sans rentrer dans une grosse technicité, comment ça se calcule. On s'en fout, ce que je veux, c'est que vous compreniez, faites gaffe, le découvert, c'est 2 zones, papa. Bon, c'est chouette. Mais j'ai rien critiqué là, en fait, je vous ai limite lu une fiche produit. Et c'est ça que je reproche à l'éducation budgétaire, c'est ça mon problème. On n'a rien critiqué là, en fait. J'ai décrit, c'est très opérationnel ce que je vous ai fait. Et ça me fout le cafard. Donc c'est ça mon problème, il n'y a pas de critique, il y a juste connaître des produits, puis j'enchaînais comme ça, je faisais connaître des produits,
avant de vous expliquer où je faisais ça, rapidement, je vais me présenter quand même. Donc, je m'appelle Gérald, j'ai 31 ans, et vous allez voir que mon parcours me prédestinait vraiment à bosser avec le milieu bancaire. Alors, je m'en BAFA, je fais une fac de sociaux, dès qu'il y a une manif, je fais une manif, éducation populaire, rouge, j'étais fait pour ça. C'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Voilà. Comment j'ai été éduqué? Alors, je vous ai dit, j'ai fait une fac de sociaux. Alors, grande caractéristique d'un étudiant en fac de sociologie, il est chiant. Il sait tout, et il a raison. Donc, moi, je me souviens un jour, je mangeais avec mes parents, comme ça, paternelle là, maternelle là, et je sortais d'un cours sur les systèmes éducatifs européens. Ça a quand même de la gueule. Je dis, ouais, en fac de sociaux, oui, je la touche. Que nenni. Et là, comme ça, d'un coup, je leur dis, papa, maman, comment vous qualifierez l'éducation que vous nous avez donnée à ma soeur et à moi? C'était dimanche midi spaghetti, quoi. J'ai arrêté. Oh, mon père, il a pris au sérieux le truc. Gauche catho. Gauche catho. On n'est pas religieux pour un sou dans la famille. J'étais très, très étonné par cette réponse. Développe, je te prie. Ma mère a dit oui, oui. Je vous laisse exclure de la discussion. Vous là, ça, je vais les laisser. Je sens que ça me retombait dessus, sinon à un moment. Voilà, en gauche catholique. Essaye de faire de mal à personne. Essaye de faire de mal à personne. Voilà, en fait. C'est ma line-up. J'essaye de respecter ça. J'ai 31 ans. Je suis plutôt de gauche. Et j'essaye de faire de mal à personne. Voilà. Alors, où est-ce que je travaillais? J'ai envie de vous dire que je bossais dans le lieu de travail le plus sain qu'il existe dans ce pays, le milieu associatif. Alors, je sais qui bosse dans le milieu associatif. Alors attention, c'est pas n'importe quoi comme association. Là où je bossais, il y a deux critères. Premièrement, on refuse les subventions de l'État. Ok, c'est quand même de la classe. Bomber le torse, un peu comme ça. On refuse les subventions, si on n'est pas soumis à la commande de l'État et tout, machin, on bosse pas pour eux, quoi. Deuxième critère, cette association était reconnue d'utilité publique. C'est quand même un sacré logo. Okay. Tu fais quoi dans la vie? Je fais un truc reconnu d'utilité publique. Ça me permet quand même, dans certaines discussions, de prendre le dessus. Bon, vous ne touchez pas de subvention. Ça ne veut pas dire qu'il ne touchait pas d'argent, mais il ne touchait pas de l'argent d'État. Pour ça, il touchait de l'argent d'autre chose. Un truc dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle le mécénat. Alors le mécénat, c'est pas compliqué en fait. Plutôt que d'aller demander de l'argent à l'État, vous allez demander de l'argent à des entreprises directement. D'accord? Et elle vous le donne, et après elle défiscalise à hauteur de 60%. Tout le monde est content. Vous avez des frics, peuvent défiscaliser. C'est un accord comme un autre, vos rires montrent que vous jugez l'acte. J'aime pas ça. Bouh, mauvais public. Alors, les entreprises que nous on allait voir pour toucher cet argent, c'était le milieu bancaire. Alors, moi je dis le milieu bancaire. Vous, peut-être vous parlez avec votre conseiller bancaire, agent bancaire, votre banque. Moi je parle pas. Moi je parlais avec le milieu bancaire. C'est pour ça que j'ai une chemise. Je vous jure que ça fait partie du... le milieu bancaire. Pourquoi le milieu bancaire s'emmerderait à financer de l'éducation budgétaire? À quoi ça lui sert? Alors après y avoir bossé 2 ans et avoir laissé reposer le truc dans la tête en 2 ans, j'ai 4 réponses. Pourquoi le milieu bancaire faisait ça? La première réponse, c'est ça permet de perdre moins de fric. Soit d'en gagner plus, soit en tout cas d'en perdre moins. Je vais expliquer 4, j'ai développé. La deuxième réponse, c'est ça permet d'améliorer son image. Tout simplement. Ça permet d'améliorer. Depuis la crise des subprimes, déjà avant, c'était pas top, mais depuis la crise, l'image du milieu bancaire est bof.
La troisième réponse, c'est que ça permet de continuer à faire croire au mythe du consommateur responsable. Bah, celui-là, il fait plus peur déjà. Ça fait croire au mythe du consommateur responsable. Et la quatrième raison, d'après moi, c'est que ça fait croire que le capitalisme est bon. Ça va. Maintenant, je défends. Bon, le premier, c'est le plus simple. C'est peut-être même le seul argument qui est dit à voix haute quand vous êtes en réunion avec le milieu bancaire. Parce que vous êtes en train de démarcher pour du mécénat, alors ils vous rendent visite, vous discutez combien, et puis ça ferait quoi et tout. C'est un peu le seul argument qui est dit à voix haute, c'est bah ouais, on est une assos, on aide les gens à se démerder mieux avec leur budget, si vous nous filez du fric, nous on peut mettre en place des trucs éducatifs, pédagogiques, préventifs, tous les trucs en RIF. On peut faire ça, du coup les gens après, ils sont plus des merdes, ils font plus attention, ils sont plus attentifs, et ça va mieux. Du coup, vous pouvez plus leur faire confiance en tant que public aussi, vous savez qu'ils sont plus prévenus, plus éduqués budgétairement. Tout va mieux dans le meilleur du monde, tout le monde est responsable à la fin, et qui ne voudrait pas d'un monde où tout le monde est responsable. On peut faire un monde irresponsable. Ça n'a pas de sens. C'est un peu le seul argent, c'est de l'argent que vous injectez maintenant, mais qui finalement fait que vous aurez moins de pertes par la suite. Si tout le monde, si on apprend aux gens à mieux se démerder avec ces choses. C'est assez facilement entendre, pas grand chose à dire là-dessus. Le capitalisme est bon. Moi je le fais dans le désordre. Le capitalisme est bon. Alors ça m'est venu en lisant un bouquin de 1200 pages. Mais c'est dans les 200 premières pages. Donc si vous voulez vous le taper, il n'y a pas de souci. C'est un livre qui a été écrit par Boltanski et Schiapello qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». Et le titre, 1200 pages, ça vous donne envie, hein, hein? Fac de sociaux. Alors, il nous explique un truc. Tout début du bouquin, vous pouvez vous taper les 200 premières pages, vous allez déjà apprendre plein de trucs, c'est vachement sympa. Pas si technique que ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait de sociologie pour le lire en tant que contenu. Il nous explique que le capitalisme, en fait, c'est deux idées qui avancent ensemble en permanence et qui cohabitent en permanence. Une idée de fond et une idée de discours. L'idée de fond, elle est extrêmement simple. C'est l'essence du capitalisme, c'est accumuler sans limite. C'est la définition du capitalisme la plus basique qu'on peut vous donner, qui est très compliquée à contredire, en termes de définition pure. La possibilité d'accumuler sans limite. En France, par exemple, on peut prendre un exemple extrêmement simple, par exemple, qui est à la mode maintenant depuis quelques années, quand on parle de capitalisme. Bernard Arnault. Bernard Arnault, PDG de LVMH, le pauvre, il a perdu 5 milliards avant que... Et ça ne lui a pas fait bouger un sourcil. Ouais. Bernard Arnault, il pèse plus de 80 milliards. À lui tout seul, Bernard Arnault, il pèse 80 milliards. Et c'est pas un problème. Dans un monde capitaliste, c'est pas un problème. Il a le droit, il a fait en sorte, il a mis en place des stratégies qui ont permis d'accumuler, d'arriver à 80 milliards, et même de se dire, je vais continuer. Il va continuer à accumuler, et c'est normal, dans un monde capitaliste, c'est le dogme. Quand on a le droit de faire ça, c'est pas un problème. Et même, nous dit le deuxième esprit du capitalisme, ce n'est pas un problème car à la fin, ça a des répercussions positives pour la société. Le premier esprit, c'est l'accumulation sans limite. Le deuxième esprit, c'est bon pour la société. Ça a des répercussions positives. C'est extrêmement simple, vous connaissez tous. Vous avez tous entendu ça des centaines de fois. Bernard Arnault, dans sa lutte personnelle pour accumuler de plus en plus, il va mettre en place des stratégies, il va créer des entreprises. S'il crée des entreprises, il crée des emplois. Et s'il les délocalise ailleurs, c'est que vous n'êtes pas content, c'est que vous n'êtes pas internationaliste. Enfin, vous devriez être content pour les Romains que vous ayez plus d'usines. C'est chouette pour eux. Mais en gros, il va avoir des effets bénéfiques, ça va créer des infrastructures. Ok ? Ça s'appelle la théorie du ruissellement. Ouais. Tu peux faire la conf après. Donc voilà, cette théorie du ruissellement, en fait, c'est très lié à ces deux esprits. Donc gardez, accumuler sans limite, conséquences positives pour l'ensemble de la société. Et ça, ils font tout le bouquin où ils nous montrent que ces deux discours cohabitent en permanence. Le deuxième permettant de légitimer le premier. Tout
Ça va? Je vous achète. Alors, je vous ai dit, ça fait croire à un truc qui s'appelle le mythe du consommateur responsable. Alors vous en avez plein des terminus comme ça. Consommateur responsable, éco-citoyen, des trucs responsables venant, quoi. Loin de moi l'idée d'un monde irresponsable, hein, c'est pas la question. Mais vous devez comprendre que c'est quand même dans l'intérêt du capitalisme que vous soyez les consommateurs responsables. C'est surtout lui que ça sert et très peu vous. Consommateur responsable, ça veut dire que... Et éclairé, moi j'aime bien ça. Responsable et éclairé. Une frontale comme ça, vous prospectez sur les marchés. C'est génial. C'est important parce que ça vous fait assumer vos actes d'achat. Si on vous considère comme un consommateur responsable, vous vous comportez comme un consommateur responsable. Alors vous avez, en cas de pépin, si ça tourne mal, si votre acte d'achat s'avère ne pas être à la hauteur des promesses qui vous ont été faites par le vendeur, c'est pas de la faute du vendeur, il ne vous a pas arnaqué, c'est vous qui n'avez pas suffisamment prospecté sur le marché. C'est à vous d'être responsable et éclairé et de faire les comparaisons. Si un banquier fait mal votre crédit sur les conditions de remboursement de votre crédit, vos créances sont trop hautes et que ça vous met en galère, vous ne fallait pas signer, quoi. Ça vous fait chier de bouffer des pâtes, vous ne fallait pas signer. Bon, c'est lui qui a les outils pour calculer ça. C'est quand même à vous de prospecter. Je caricature, évidemment. Mais vous comprenez, enfin, comment vous expliquez? La télé-réalité. Vous connaissez la télé-réalité? Les anges, là, au Brésil, là, je sais pas. Par exemple, quand on parle de télé-réalité, on parle de qui dans ce pays? On parle des gens qui la regardent, on parle des gens qui sont dedans. On se fout de leur gueule. La plupart du temps, c'est pour rire à leurs dépens. Et sinon, on parle des gens qui la consomment, la télé-réalité. Moi aussi, je pense tout de leur gueule. Vous entendez souvent parler des producteurs de ces émissions. Vous êtes capable de me dire qui produit la télé-réalité en France aujourd'hui? Tout le monde sait qui est Nabila. Quelqu'un dans la salle ne sait pas qui est Nabila? J'habite dans la Meuse. Mais les producteurs, par contre, personne ne sait jamais qui ils sont. C'est extrêmement rare. Pour un produit d'aussi basse qualité qui nous vend un monde TikTok quand même, qui donne un message à un public cible qui sont, je sais pas, les 12-20 ans, il me semble, de mémoire, qui nous donne des messages un peu bancals, quoi. Et nous, on se fout de la gueule des gens qui sont dans la télé et de ceux qui la regardent. Mais c'est peut-être le mec qui a produit l'émission, c'est souvent un mec, je suis désolé. C'est peut-être le mec qui a produit l'émission qui se fout de notre gueule en fait. C'est peut-être à lui qu'il faut discuter. C'est lui qui estime que c'est ça le programme qu'on mérite. Consommateur responsable. Si vous êtes assez con pour regarder cette émission, c'est de votre faute. D'accord ? Vous n'aviez qu'à changer de chaîne. Il y en a sur les autres chaînes, pas de chance. Ça va, les petits consommateurs responsables? Vous devez être responsable de vos actes d'achat, c'est important. C'est que vous vous plaignez moins. Bon. Alors moi, je savais pas tous ces trucs-là quand j'ai commencé à bosser. Moi, j'étais en mode, ils veulent améliorer leur image. Pour ça, ils vont nous donner du fric. Profitons-en, parce qu'un jour, ils vont arrêter d'en donner. Donc autant prendre ce fric et faire des trucs avec qui seront chouettes. Et c'est là où je travaillais dans cette association. Alors, j'ai dit que j'étais égalisateur, c'est pas vrai. En fait, j'avais deux bouts. J'étais égalisateur. Alors, vous allez voir des pauvres, parce que vous n'égalisez pas les riches. Ça n'a pas de sens. Ça vous fait rire, mais ça n'a pas de sens. Vous allez voir des pauvres. Bon, c'est très facile à trouver. Alors, vous allez dans les structures, on les rassemble et on envoie des égalisateurs à longueur de journée. Genre mission locale pour l'emploi, foyer jeunes travailleurs, centres socio-culturels, tous ces trucs-là que vous envoie là-bas, il y a des pauvres. Bonjour. Bien, vous les égalisez sur le budget, ils sont contents, des fois pas.
Mais on s'en fout parce qu'ils n'ont pas le choix d'être là la plupart du temps, ils sont captifs. C'est le public captif la plupart du temps. Mission locale pour l'emploi, foyer jeunes travailleurs, ils sont sous contrat, donc ils sont un peu obligés d'être là, parce que s'ils ne tiennent pas leurs engagements, genre suivent un certain nombre de formations, on leur retire leurs prestations sociales, donc quand vous venez, ils disent bonjour, ils n'ont pas le choix. Donc c'est ça. Ça c'est mon premier boulot, égalisateur. Et le deuxième boulot, il est plus compliqué, c'était lobbyiste en égalisation. Je faisais du lobbying d'égalisateur. Je vous ai expliqué, je vous laisse pas comme ça. Tu vas l'air pantois. Donc pour ça, vous rendez dans des salons. Des salons parfois associatifs, des salons professionnels. Alors, c'est pas le salon associatif genre la fête des assos de la ville de Strasbourg, vous emmenez la gamine pour savoir si cette année elle fait judo ou GRS. D'accord ? C'est pas le but. Déjà c'est en semaine, déjà, donc on bosse. Ensuite, beaucoup de costards tailleurs, tout le monde est bien sapé. Les gens qui sont là sont payés pour être là, ok ? C'est très sérieux. Et donc il y a d'autres égalisateurs à côté de vous qui vendent d'autres produits d'égalisation sur la nature, un truc comme ça, où ils disent grâce à moi on sera plus égaux. Et vous avez des structures sociales qui, elles, aimeraient égaliser les jeunes. Donc vous venez avec un paquet de cartes de visite comme ça, et toute la journée, vous avez besoin de deux trucs, un discours très court, très concis, et des cartes de visite. Le but du jeu, c'est de distribuer le plus de cartes de visite dans la journée et espérer qu'elles reviennent en devis. Chaque carte de visite doit se transformer en devis, puis après votre patron est content, vous avez le salon suivant pour commencer. Aujourd'hui, ils ont des pratiques amusantes en salon. Par exemple, moi, le dernier que j'ai fait, il y avait une scène où tout le monde devait passer à tour de rôle et expliquer en quoi il légalise, avec un micro et tout, mais moi je passais en même temps que le buffet. Le buffet a gagné. Très clairement. Et deux personnes qui mangeaient, parce que moi là où j'étais, par contre, il y avait des chaises. Ah, elles faisaient semblant d'écouter. C'était gentil de leur part. Elles m'ont sauvé mon intervention, c'était très gentil. Donc voilà, moi je faisais ça. Vous devez, toute la journée, vous allez voir des structures sociales qui viennent, vous leur dites la même chose que celle d'avant. Il faut y aller, il faut être efficace. Alors moi j'avais fini par un discours très rodé, on parlait de budget, oui, comment on fait. Moi je disais, bon écoutez, un budget c'est pas sorcier, c'est extrêmement simple, ça demande trois choses. Un stylo, pas un crayon, parce qu'on peut effacer. Un stylo, une feuille et trois colonnes. Je vous montre. Faire son budget. C'est pas compliqué. Un stylo, trois colonnes et pas se mentir. Peut-être la partie la plus compliquée. Un budget, en fait, c'est une caricature simple. C'est trois choses. C'est des ressources. Le terme le plus générique possible, quoi, des ressources. Donc c'est des plus. C'est des charges. Et attention là, le truc des indices là, ici, voilà, il y a un piège, j'ai écrit deux fois charge. Parce qu'on va couper les charges en deux types. Les charges fixes et les charges courantes. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors c'est pas compliqué à vous expliquer, je fais ça très vite. Bon, les ressources, tout le monde voit ce que c'est. Les ressources, votre salaire, le fait que vos parents tous les mois ils vous filent je sais pas combien de balles, machin, peu importe quoi. Vous vendez du shit, c'est une ressource quoi. Plutôt stable de préférence la ressource. Des fois il y a des ressources qui sont ponctuelles aussi. Gagner au loto c'est une ressource. C'est difficile à évaluer dans un budget. Les charges fixes et les charges courantes, vous avez une idée de différence entre les charges fixes et les charges courantes? Je vous lâche ça comme ça, c'est pas sympa de ma part, une petite idée. Fixe facture et courante course à côté, non? Facture, c'est pas ça. Loyer, fixe, Le loyer c'est plutôt une charge fixe, oui, carrément. Le loyer c'est très clairement une charge fixe. Une nouvelle paire de chaussures. Une nouvelle paire de chaussures. Habillement. Les impôts. Les impôts c'est quoi? Fixe. Eh oui. Netflix.
Netflix? C'est quoi Netflix? Ça fixe. Courant. C'est fixe. L'essence pour la bagnole? Fixe. Tout ce qui est assurance. Non, c'est courant. Assurance mutuelle. Bah non, si on fait tous les jours les mêmes déplacements. Alors, en fait, le piège, je vous ai pas donné la règle en entier, hein, je suis méchant. Pour différencier une charge fixe d'une charge courante, vous devez vous poser une seule question. C'est est-ce que cette charge est liée à un contrat? Est-ce qu'il y a un contrat? Loyer, contrat de base, machin. Ça veut dire, contrat, ça veut dire que vous êtes engagé à honorer cette somme. Quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de l'honorer. Après, c'est beaucoup de fréquences, c'est pas forcément mensuel, hein, mais c'est une charge fixe. Elle va revenir systématiquement chaque mois. Parce que... Alors les impôts, vous n'avez pas fini de contrat. Je sais. C'est partie du contrat national, d'accord? Vous habitez en France, vous bénéficiez de services publics et en échange, vous acquittez de l'impôt. C'est plus le contrat national. Ça marche? Donc si je signe un contrat, mais fixe un contrat, genre, par exemple, avant de faire du sport dans une salle de sport, c'était là. C'était la salle de sport, est-ce qu'on met la séance, tac, vraiment, c'est abonnement. Quoi. Ah, abonnement, c'est charge fixe. Parce que quand vous alliez à la salle, vous n'alliez pas à la salle, vous fassiez 100 pompes ou 10 pompes, pareil. C'est bien. Ça va? Le but du jeu étant de mettre tout. Je suis pas en train de vous dire de faire ça devant votre banquier. Hein. C'est vous-même, avec votre feuille, votre stylo, vous faites vos colonnes, tac, tac, tac. Et vous ne mentez pas, vous mettez... Bah, je picole. Parce que j'ai quitté mon boulot. Alors du coup, j'ai rien ici. Et à la fin, quand vous estimez avoir tout mis, vous n'avez pas menti, bah, vous faites ça, moins ça, et vous voyez où vous êtes par rapport à 0. Si vous êtes en positif, on va partir du principe que vous êtes dans une situation budgétaire saine, peut-être même que vous avez un gros excédent. Si vous avez un gros excédent, bah, peut-être que vous pouvez ouvrir une nouvelle porte, ici ou ici. Bah, avant, Netflix, je ne pouvais pas, maintenant je peux me le permettre, par exemple. Si vous êtes à 0, vous n'êtes pas encore en danger, ça peut venir au moindre incident, à la moindre charge courante qui débarquerait de nulle part ici, vous êtes en rouge. Si vous êtes en dessous de 0, alors il va falloir déblayer là-dedans pour trouver des solutions. Parfois, c'est transformer des charges comme ça, en version. Ça va? Je fais la version courte sur le budget. Un budget, un stylo, une feuille, 3 colonnes. Faites ça tout seul dans le noir où personne ne vous voit, quoi. D'accord? Et vous mettez vos trucs. Vous avez les petits vis cachés. Mais qui vous coûtent un bras, quoi. Vous les mettez. Alors, on n'a pas mis les crédits, hein. On n'a pas mis les crédits. Les crédits, c'est là, hein. Vous avez signé. Je n'aimais pas expliquer les crédits quand je bossais. J'avais horreur de ça. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous devez expliquer quelque chose à des gens, il y a des sujets que vous maîtrisez plus que d'autres, et il y a des sujets, ça vous semble tellement que l'expliquer, vous trouvez ça chiant. Ça vous semble tellement évident. Parce que moi, le crédit, je sais ce que c'est depuis que j'ai 8 ans. Parce que moi, je lisais Dragon Ball Z. Alors, c'est un manga. Dragon Ball. Et moi, grâce à Dragon Ball, depuis que j'ai 8 ans, je sais ce que c'est un crédit. Alors, quand j'étais petit, j'avais 10 francs d'argent de poche tous les lundis, en période scolaire. 10 francs d'argent de poche pour acheter des bonbons. 10 francs de bonbons, à l'époque, c'était quand même un sacré trésor, ok, de bonbons. J'avais le droit à ça tous les lundis, ma soeur avait ça, le droit à ça avant moi, donc j'avais le droit aussi. Et mon papa il me cherchait à l'école, puis après on allait au magasin de bonbons à côté, on avait 10 francs de bonbons, j'étais content, le roi du monde, tous les lundis au roi du monde. Et un jour, je vois qu'ils viennent d'éditer chez Glénat les Dragon Ball en demi-volume, 18 francs. Là, je négocie immédiatement avec mon paternel. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir l'argent de poche la semaine prochaine, tout de suite? Et à la place des bonbons, le Dragon Ball. Il regarde, du bonbon. Pas de souci, lui voit acheter des bonbons, acheter une BD. Pour lui, c'est pareil, pas de problème. Donc 18 francs. Tac, j'ai ma BD, je la dévore, je suis trop content, j'en fais les dessins et tout. Voilà. C'est super. Alors la semaine d'après, on n'y va pas, je comprends. Ok? Arrive la semaine encore après. Et là, moi,
prends 12 francs de bonbons. Puis au moment de payer, madame à la caisse dit, bon bah 12 francs. Et mon père a eu une phrase de paternelle que vous avez peut-être déjà entendue. Il a fait, je cite, pop, 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 pop. Tu enlèves 2. Face à cette injustice, je réagis immédiatement. Comment ça, j'enlève 2 Attends, parce qu'à 8 ans, j'étais bon en fait. Il dit, j'ai 10 francs d'argent de poche chaque semaine. 10 plus 10, 20. Par exemple, le coût de 18. Il me reste 2. Je comprends qu'on n'est pas venu la semaine dernière pour 2 francs de bonbons, c'est ridicule. Mais là, il me reste 2 d'excellents. 2 francs de bonbons. Je dis ça à mon père, il dit, ah non. Tu as voulu de l'argent que tu n'avais pas encore, tu as voulu que je te l'avance, donc ces 2 francs je les garde, c'est ce que ça t'aura coûté. Alors, papa Gérald dit, gère l'éducation budgétaire ou pas? Voilà. Bon, les crédits à 8 ans c'était réglé quoi. Après, dès que je voulais qu'il m'avance du fric, j'étais vachement méfiant. Voilà, l'éducation budgétaire c'est aussi, on apprend aussi dans la vie de tous les jours quoi. Merci Dragon Ball. Pop, 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 pop. Il l'a refait des années plus tard encore. Bon, alors j'ai fait ce boulot. Je faisais ce boulot. Alors, petit à petit, plus je bossais, plus je désenchantais. Alors, j'ai commencé à désenchanter pour une espèce de réaction en chaîne liée à quelque chose que je vais appeler un incident RH. Ça vous donne l'ambiance. En gros, c'était la merde dans l'équipe. Il y a eu un phénomène qui a fait que c'était vraiment la merde dans l'équipe. Avec mon ancien chef, ensuite des personnes. Et j'ai une liste longue comme le bras de trucs à reprocher à mon ancien chef, hein, c'est pas un souci. Et son départ a eu des conséquences. D'où les réactions en chef. Déjà, ça a radicalement modifié mes relations avec ma hiérarchie. Déjà de mon patron. Alors vraiment, très modifié. On est passé de courtois à pas grand chose. Et c'est un truc que je me suis rendu compte 2 ans plus tard, après avoir arrêté. Une fois qu'elle était plus là, en tant que chef, elle faisait vachement paratonnerre à merde bancaire. Je m'explique. En tant que chef, c'est plutôt elle qui allait dans toutes les réunions avec le milieu bancaire. Où on allait discuter, où ils venaient, ils nous expliquaient combien ils allaient nous donner, sous quelles conditions, à quel point c'était super ce qu'on faisait. C'est important. Et à quel point ils faisaient ça pour aider la société, quoi. Et donc avant, c'est elle qui se tapait ces réunions-là. Moi, j'y allais pas. Bon, j'ai dû commencer à y aller. Moi, j'étais le mec qui faisait les ateliers, quoi, c'était cool. J'ai dû commencer à y aller un peu plus et à manger en direct ces discours-là. Sauf qu'après, je retournais sur le terrain. Je voyais que je ne change pas beaucoup la société pour autant, quoi. Alors ça a un nom, ça s'appelle les services RSE. C'est peut-être responsabilité sociale des entreprises. Donc, en gros, c'est des services qui m'ont expliqué que dans les entreprises, qu'elles font en sorte que le monde aille mieux. Alors, le service RSE de Monsanto vous explique que tout ce qu'ils font, c'est pour sauver la planète. Hein. Donc, grâce à eux, la planète ira mieux, quoi. Moi, je les appelais en off le service discours délirant. Quand vous allez sur le site internet, tapez service RSE, vous lisez les discours. Je ne parle pas des personnes, je parle des discours qui vous font. C'est Monsanto qui vous explique en quoi ils sont bons pour la planète, c'est délicieux, allez vite, c'est incroyable. Donc moi j'étais plus confronté à cette situation, j'étais en réunion avec eux, je voyais des gens qui étaient très peu informés sur le boulot qu'on faisait, qui n'avaient pas grand chose à foutre, et qui étaient plus en disant vous voulez combien, tac tac. Par contre quand ils m'avaient financé une intervention, ils venaient pour la photo à la fin avec les jeunes. Ça ils venaient, hein. Ça ils étaient là, c'était bien habillé, c'était pas un problème. Bon. J'ai commencé à me sentir un peu moins bien dans mon boulot, quoi. Puis, quand vous commencez à rentrer dans ce genre de réunion, vous êtes confronté à des gens qui gagnent 10, 20, 30, 50 fois votre salaire. Enfin, j'ai complètement changé aussi mes relations pro, parce que je parlais plus du tout aux mêmes personnes.
qui fait que j'ai un bon millier d'anecdotes sur les galères de la bourgeoisie bancaire française. Que j'allais à Paris, machin, puis je suis en Paris, comme ça. Donc la défense à Paris, tout ça. Voilà, ça c'est des anecdotes apéro après. Quoi. Très clair, j'en ai un bon paquet. Donc, tout ça pour vous dire, mon regard sur mon boulot a commencé à changer parce que je voyais la distance qu'il faut y avoir entre le discours officiel, la qualité des réunions, et une fois que j'étais avec des gens précaires, ce qui se passait réellement. Il faudrait que je vous trouve un exemple de décalage. Hein? Un jour, il y a un commissaire de police qui nous a appelés. Parce qu'il connaissait un salarié de la sauce et il avait besoin de notre aide. Une raison extrêmement simple, c'est qu'un de ses subordonnés est venu le voir dans son bureau, a demandé un entretien pour son commissaire. Il s'est retrouvé en larmes dans son bureau, à cause de ses problèmes d'argent. Et le commissaire savait que c'était pas le seul. Mais ce qu'il nous a dit, le commissaire, texto, hein, je cite, c'est « Je n'ai pas su quoi faire d'autre que lui tendre un verre d'eau. » J'étais là. Il était là. Avec ses problèmes, il vient me voir, il fait le choix de venir en parler à ses hiérarchies. C'est pas évident, quoi. Moi, je sais pas quoi faire d'autre, quoi. Donc, il a trouvé, ensuite, il est venu nous voir, nous, à Sauce de Prévention, il est venu à nous, pas de problème, on est là, on est dispo, on organise une réunion, on appelle ça truc et astuces bancaires, comme ça les gens ne viennent pas avec la honte. Quoi. Bonjour, venez participer à la réunion, truc et astuces dans la vie. Après on appelle les partenaires, paf, il y a une banque qui vient, il y a une mutuelle qui vient, tout le monde avec son PowerPoint, c'est parti quoi. Hein, 14 slides chacun, chac. On fait notre tambouille, la mutuelle fait sa tambouille. Arrive le moment où c'est au tour de la banque. Et je me souviens, c'est 14 slides de suite, c'est des produits bancaires. Tel crédit, tel machin, tel crédit, tel crédit. Et pour faire un descriptif de chaque crédit, à quoi il sert. On est arrivé à un moment où c'était le crédit relais. Alors qu'est-ce que c'était le crédit relais à cette époque-là? Je ne sais pas si ça a changé depuis. Pour vous l'expliquer, je vais vous dire de mémoire, mais je me souviens vraiment de tout le discours. Comment elle a présenté ça? Elle a dit, je cite, « Imaginez vous flasher sur un bien immobilier, j'entends, vous flashez sur un bien. Mais vous n'avez pas de trésorerie. Par contre, vous avez déjà un bien. Le bien là sur lequel vous avez flashé, il faut l'acheter maintenant, sinon il va partir. Okay, la solution qu'on peut vous proposer, nous, c'est on regarde le bien que vous avez déjà, on l'évalue, vous prête cette somme. Grâce à ça, vous achetez le bien sur lequel vous avez flashé, il ne reste plus qu'à vendre celui que vous avez déjà. Tout le monde a compris le crédit relais? Je veux un truc, j'ai pas le fric, j'évalue ce que j'ai déjà, on me le prête, ça permet d'acheter sur le truc sur lequel flashé, il ne me reste plus qu'à vendre celui que j'avais déjà. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à le vendre, le truc que j'avais déjà? Ou même plus bête, si je le vends en dessous de ce qui avait été évalué. Tout simplement ça. Parce que en fait j'habite dans une zone où personne ne veut acheter, je sais pas, bon. Alors qui va acheter un Fessenheim? Maintenant que c'est fait, enfin, vous imaginez des choses comme ça. Et moi à l'époque j'étais très mal à l'aise, j'ai pas su mettre les mots, j'ai pas su lever la main. On nous a appelés parce qu'il y a des problèmes qui ont été identifiés en termes de fric. Dans ce commissariat, pour tous les agents de police, apparemment c'est un truc, l'assistance sociale est au courant et tout. Et la chose la plus pertinente que cette banquière a trouvé à faire, ce jour-là, c'est parler de ce produit-là, le crédit relais. Le produit, plein de copains banquiers qui m'ont expliqué que c'était une merde pas possible. C'est super risqué. Et dans ce contexte-là, cette banquière était au courant de pourquoi on est là, qu'est-ce qui a déclenché notre présence. Elle s'est dit que c'était le truc le plus pertinent à présenter pendant 10 minutes. Putain. Moi je trouve ça chaud. Moi je trouve ça chaud. Moi je
qui est venu faire de la prévention. Notre genre de situation, moi je me sens de moins en moins égalisateur au fur et à mesure de mes interventions, de réunions avec le milieu bancaire. Je me sens de moins en moins égalisateur et de plus en plus pacificateur. Quoi. Je suis plutôt là pour pacifier les foules. Et j'ai une mutuelle qui m'invite, je fais 2 interventions, une intervention le matin, une intervention le soir, mission locale pour l'emploi, ça se passe bien, les jeunes sont contents, c'est cool, j'en ai appris des trucs. Super, alors j'ai un peu bu. Ça va peut-être jouer. Ouais, quand vous avez fait un boulot plusieurs fois, vous êtes un peu en mode automatique, quoi, en termes de ton discours et tout. Alors, je fais mon automate, comme il fallait. Et les gens qui m'ont fait intervenir sont sympas, ils m'aident à ranger la salle, à la fin, un petit débrief informel comme ça. Alors, ah Gérald, ton discours sur le crédit à la consommation là, que tu as fait, c'était vraiment super. Tiens, là moi, mon père prend le dessus. Attention, c'est pas mon discours, d'accord? C'est pas le discours de Gérald, c'est le discours de l'association dans le cadre d'un atelier d'éducation budgétaire. Okay, c'est pas mon discours, c'est le discours de mon patron, mon assos. Le crédit à la conso, c'est un outil. Okay, un outil, on peut construire avec et on peut se faire mal. C'est le discours de mon assos. Ok. Ah, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça relève du pénal. Fin de la discussion. J'ai bu 2 bières à midi. J'avais fait 9 heures de train. J'aurais peut-être pas lu la deuxième, quoi. Enfin, vous voyez, c'est chiant de devoir porter cette casquette ou tout ce que vous dites. Non, c'est pas moi qui le dis, je suis en train de bosser là. C'est moi qui bosse à ce moment-là, c'est pas moi vraiment qui le dis. Alors, en même temps, je suis obligé de porter ce discours, j'ai pas le choix, parce qu'on me paye pour ça. Alors j'essaie de le faire proprement. Mais ça commence à me coûter. Ça commence à me coûter. Vous comprenez, moi je pense que j'émancipe des contraintes budgétaires. Moi je pense que je fais ça, je fais la prévention. En continuant à former et informer les gens, on va les émanciper d'une certaine contrainte budgétaire, de choses qui font peur, les découvertes ça fait peur, les assurances ça fait peur, il faut réussir à s'émanciper de ça pour avoir de la maîtrise dessus. Et après je suis pacificateur, quoi. Tout le monde n'est pas dans la pacification en France. Vous avez déjà entendu parler du juge Rigal? Alors lui, la pacification, il a abandonné. Alors lui, il est passé en mode offensif. Donc c'est un juge, les organismes de crédit et milieu bancaire l'appellent le juge rouge. Avec bien. Vous trouvez sur internet facilement, vous tapez juge Rigal, Vincent Lindon, l'acteur Vincent Lindon, il y a un film qui a été tourné, un bouquin sur son histoire, et un film qui est inspiré de son histoire. Donc c'est un juge qui s'est intéressé aux mauvais payeurs. En fait, tout simplement. Les mauvais payeurs, ça veut dire ceux qui remboursent pas assez vite. Et en France, ça n'a pas trop bien marché. Il en est arrivé, alors ça, je suis obligé de... Pour défendre les mauvais payeurs, il en est allé jusqu'à la Cour de justice des communautés européennes. Bon, si vous n'avez pas Bac plus 5 en structure européenne, dans 10 minutes, vous savez plus ce que j'ai dit. Hein. Grosse instance, quoi, où il allait défendre des mauvais payeurs face aux grands organismes de crédit français. Les organismes de crédit français, c'est comme les joueurs de foot. Si vous avez une écurie, elle achète des joueurs, les banques, les organismes de crédit. Après, ils se les vendent entre eux. Certains, ils les vendent pas, ils sont attachés, mais en gros, c'est des trucs qui bougent dans le milieu bancaire. Alors, c'est TLM, c'est la BNP, ça reste toujours la BNP. Ils se les vendent entre eux, ils se les achètent et tout machin. Bon, et lui, il est en conflit ouvert avec eux. Il a gagné. Inattendu. Il a gagné parce qu'il a réussi à prouver que les organismes de crédit mentaient en faisant de fausses promesses à leur potentiel client. Il a gagné parce que, en fait, il a pris les publicités, il a pris une règle, il a mesuré les caractères avec le petit astérix. Et en fait, ils étaient en 6. Et normalement, c'était censé être du 8.
D'après le code de la, aidez-moi, concurrence. Voilà. L'homme qui mesure les caractères, il l'appelle aussi. Il a gagné comme ça. Il a prouvé que, ben ouais, du coup, en fait, il ne mettait pas en place les conditions nécessaires à la compréhension du produit, puisqu'il voulait volontairement cacher, en diminuant les petits caractères qui font pas plaisir, quoi. Vous avez flyer, crédit gratuit, derrière, marqué 7%. C'est pas pareil quand vous lisez l'Astérix tout seul. C'est marrant, hein. C'est bête en fait, comme histoire. Il faut juste mesurer tout. Il n'y a pas que ça, hein, c'est passé par tout un tas d'instances. Elle est chouette cette histoire, je trouve. Ils ont gagné, que ça a eu des conséquences en France. C'était sous Christine Lagarde. C'est des conséquences ensuite, des répercussions. Il y a plein de lobbies qui ont gagné contre le milieu bancaire, qui ont fait que le crédit revolving, par exemple, en France, ça n'existe plus techniquement. Non, il n'y a plus que le crédit à la consommation. Ça a changé tout un tas de règles sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter maintenant. Vous avez Google, tout ça. Je rigole, Vincent Lindon, regardez le film, c'est vous. J'aime bien cette histoire. Bon, un fou le cafard aussi. Fou le cafard parce qu'il a gagné sur un vice de forme. Il n'a pas gagné idéologiquement. Ça n'a pas prouvé que ces produits étaient dégueulasses. Franchement, vendre des crédits conso à 17%. On se pose des questions sur notre société. Il a gagné parce que... Enfin, s'ils avaient écrit en 8, c'était bon. Ça n'aurait rien changé au problème. Mais il y est allé, quoi. Il faut y aller, hein. Faut y aller en guerre contre le milieu bancaire, quoi. Vous allez vous sentir très seul. Parce qu'ils sont costauds, hein. Ils sont beaucoup. Et ils ont les moyens. Ça, c'est sûr. Pas tous, hein, pas tous. Ça va? Quelle heure il est? Ah ouais. Je parle beaucoup. Alors si vous... Ouais. Pour moi, le milieu associatif, le milieu bancaire, j'ai remarqué un truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont une certaine tendance à la pédance. Ils se la pètent. Mais c'est qu'ils se la pètent parce qu'ils sont en concurrence sur des trucs d'appel d'offres, les assos et tout. Les assos, ça se la pète tout le temps. Enfin, quand je vous dis elles se la pètent, elles ont tendance à surenchérir tout le temps sur ce qu'elles font comme travail. Et moi, j'ai mis 2 ans au boulot à me rendre compte que moi, je disais, quand on me demande c'est quoi ton boulot, je fais des ateliers de prévention budgétaire. Donc, mon patron lui disait, avec Gérald, en 2 heures, ils savent tous faire leur budget. C'est pas pareil. Moi, je comprends pas la même chose. Et un jour, on mangeait avec des partenaires et mon patron, et je me suis rendu compte de ça. Et une partenaire qui m'a chopé, une sceptique, c'est le pire. Il m'a dit, non mais, maintenant que je t'ai là, comment tu fais pour que les gens ils sachent tous faire leur budget en 2 heures? Moi, réaction immédiate, qui t'a dit ça? Et là, elle a fait, mon patron qui mangeait, et son bras droit qui mangeait, et qui ont fait sûrement pas entendre la discussion. Merci à eux. C'est extrêmement gênant, quoi. C'est extrêmement gênant, parce que... Bah ouais, du coup, quand il m'a envoyé à des réunions à sa place, qu'est-ce qu'il leur avait dit avant sur ce que je fais? C'est super chiant. J'ai pas trop parlé de mon boulot à ma place. C'est moi qui le faisais, quoi. Je pense que je sais à peu près ce que je faisais. Et non, en 2 heures, on ne sait pas que tout le monde sache faire son budget. Je déblayais. J'essayais de faire de la prévention. Ouais. Bon, moi j'ai arrêté. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font toujours de l'éducation budgétaire qui revendiquent d'en faire. Alors, vous avez le milieu associatif en général qui fait de l'éducation budgétaire. Moi, c'était une association qui était spécialisée là-dedans, par exemple, mais il y a d'autres assos qui vont le faire. Une assistante sociale dans un centre socio-culturel qui va venir faire des petites sessions, même une assistante sociale tout court dans son boulot tous les jours, pour faire de l'éducation budgétaire. Des assos qui veulent intervenir systématiquement là-dessus. Mécénat, pas mécénat, peu importe, il y a tout. D'accord ? Vous avez le milieu associatif. Alors, vous avez les banques qui en font en direct aussi. Par exemple, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est le même groupe aujourd'hui. La Banque Pop et la Caisse d'Épargne, c'est le même groupe bancaire maintenant, d'accord. Dans du BPCE, eux, ils ont créé Finance et Pédagogie. D'accord, c'est un organisme financé uniquement par la BPCE qui fait de l'éducation budgétaire. Par contre, c'est constitué à 100% de BPCE, donc c'est le point de vue. BPCE, c'est pas le même point de vue que le milieu associatif peut-être.
C'est uniquement la banque qui dit de quoi on parle, dans quelles conditions on en parle. On ne parle peut-être pas de la même façon des choses. Vous avez le lobby bancaire français. La Fédération bancaire française, la FBF. Alors c'est un peu... le lobby bancaire, c'est lui qui va à Bruxelles quand il y a des articles de loi qui sont négociés sur les réglementations bancaires. C'est lui qui va aller à la télé quand il y a un scandale bancaire. En France, c'est toujours un mec de la FBF, quoi. Qui les défend tous. Hein. En fait, c'est un peu le syndicat du monde. Il va sur les plateaux de télé et il défend le milieu bancaire. Donc eux, ils ont fait un programme. Je ne vais pas le développer, je vais juste vous dire comment ça s'appelle. Un banquier dans ma classe. Un banquier dans ma classe. C'est pour l'école primaire. D'accord? Tout simplement. Ne faites pas l'erreur de croire que c'est uniquement dans le privé. Non, c'est dans le public aussi. D'accord? Ça a déjà lieu depuis des années, un banquier à des enfants. Qu'est-ce qu'elle raconte, dans quelles conditions, c'est encore autre chose. Sous une autre forme un peu plus vicieuse d'éducation budgétaire, vous avez des gars du MEDEF, des gars encore, toujours des gars, du MEDEF. Ça apprend rien, j'aurais dire pléonasme. Eux, ils ont créé Entreprendre pour apprendre. Donc là, on va au collège et on va créer tout un cursus d'apprentissage de la constitution d'une entreprise et tout ce qui va autour, avec des groupes de collégiens. Okay, ils vont apprendre à créer une entreprise, les contraintes, que ça veut dire, comment on réduit les coûts, tous ces trucs-là, quoi. Une forme d'éducation budgétaire aussi. Plus master. Ce qui fait qu'à 15 ans, on a des gamins qui pensent qu'un licenciement économique, c'est pas si grave. Finalement, ça permet de faire du profit. Bon, moi, je vous pose une question. D'après vous, est-ce que la Fédération bancaire française, est-ce que le MEDEF, et est-ce que la Banque Pop, Caisse d'épargne, BNP, tout cela, peu importe, ils se soucient plus de la qualité de l'éducation budgétaire qu'on donne à des enfants, ou plus des profits qu'ils vont réaliser cette année et dans les années suivantes? Oh, vous avez l'air sceptique. Voilà. Donc moi je bossais avec eux. Alors devoir bosser avec ces structures, l'écart que je vous disais entre le discours, les actions réelles, les mensonges, les problèmes RH qui ont eu lieu. Si vous voulez, quand vous parlez de droit du travail à votre patron et qu'il vous répond « Qu'est-ce que vous êtes formel, monsieur Hafner ?» C'est pas bon, quoi. On va faire traiter de formaliste. Devoir bosser et faire remplir des questionnaires à des gamins à qui je venais de faire un petit atelier de 1h30, 2 heures dans leur vie. Tout ça pour faire des jolis camemberts. On envoie un statistique à la BNP pour qu'ils puissent se mousser. Ça ne m'intéressait pas. Et tout ça, ça s'est accumulé au fur et à mesure des années, ça a empiré sur ces 2 ans. Là. Ce qui fait qu'un jour, il est 8h45. Je mets la main sur la poignée, je vais partir au boulot. J'ai oublié les questionnaires la veille. Je ne les ai pas faits. J'ai oublié de les remplir, je vais me faire engueuler pour ça. C'est pas la première fois. Et là, j'explose en larmes. Et je peux pas y aller. Je peux pas retourner mentir. C'est pas possible. J'ai une boule là qui dit tu peux pas y aller. Donc j'ai arrêté d'aller bosser là. Je fais une rupture conventionnelle très propre, pas de soucis. C'est bien fait. Mais la pression, le mensonge, la différence de discours entre les gens que je côtoie pendant des réunions et la réalité de terrain, ça devenait intenable. Passer d'une réunion où vous êtes avec le PDG de CTLM à un repas à la mission locale du coin, 2 salles, 2 ambiances. Pas pareil. Bon, souvent vous êtes servi par le mec qui a la mission locale quand vous êtes avec. Ça c'est très vrai aussi. Mais j'ai pas réussi à retrouver
la flamme pour y retourner, pour retourner mentir. En fait, je me suis avoué que j'étais absolument pas une référence pédagogique. Je me suis avoué à moi-même. Et que j'allais émanciper absolument personne. Non, j'ai arrêté. Reste un problème. L'éducation budgétaire, ça semble quand même plutôt intéressant. On explique aux gens, on a tous un compte en banque, voire plusieurs. On a peut-être des cartes bancaires, des cartes de crédit, différents types de crédits, des produits bancaires auxquels on a souscrit, etc., etc. Pourtant, on ne nous l'a jamais enseigné. Ça n'existe pas. Soit vous avez une formation professionnelle dans le milieu, soit vous avez appris sur le tas tout seul. Ce serait peut-être quand même chouette que ça existe. Parce qu'apparemment, ça fait partie des trucs obligatoires de la vie. Mais on ne les enseigne nulle part. Ce serait chouette. Mais sous quelle forme? Moi, je suis plus très chaud pour le mécénat. D'accord? Je suis chaud bof bof, quoi. Bof moins moins. Moi, je suis plus très chaud, mais je pense que... Ah, regardez, bien sûr. C'est sympa. Bon, ce que je vous ai pas dit. Ça, entre 2017 et 2018, c'est 5 milliards de bénéfices en France, ce produit. 5 milliards. Il y a combien de zéros à 5 milliards? Beaucoup trop. Il se trouve, quand vous analysez les chiffres de ces 5 milliards, que c'est principalement les catégories précaires de la population française qui ont généré ce bénéfice. Ah, peut-être qu'on peut creuser. Peut-être qu'il faut creuser là, la question. Peut-être qu'en fait, l'éducation budgétaire, elle peut se retrouver là aussi. Peut-être que c'est ça qu'il faut bosser. Apprendre le produit, comment il fonctionne, bien sûr, j'ai rien contre. Mais à quoi il sert ce produit? Quelle est sa place dans la société? Est-ce qu'on ne pourrait pas le changer, le modifier, en construire un autre, le détruire? En Belgique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nom autorisé. Si vous tapez l'enfant de votre découverte, ben, tant pis. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. En tout cas, après, vous payez pas 8 € par CB que vous faites parce que vous n'êtes pas rendu compte d'être en non autorisé. C'est intéressant, ça. On peut dire quelque chose. C'est peut-être un outil d'asservissement des classes laborieuses, si je me laisse aller. Non? Ou j'ai arrêté de croire en l'éducation budgétaire. En tout cas, moi, je la cherche. Peut-être ça existe, peut-être que certains ont déjà commencé. Moi, je crois en un autre truc. Je crois en l'éducation populaire. On fait se rencontrer des gens sur un sujet. On part de leurs connaissances. On part de leur vécu. On mélange. Et avec ça, on fait du savoir collectif. Du savoir de lutte. Moi, c'est en ça que je crois aujourd'hui. Je pense que si on s'y mettait un petit peu à ça, il faudrait quand même arrêter de laisser uniquement le milieu bancaire jouer avec ça. Ok, ils ont une expertise. C'est logique qu'ils s'intéressent à ça. Ils ont une expertise. Ils savent ce qu'ils font quand même. Les produits, ils les connaissent, ceux qui les gèrent, ceux qui les créent. Ne prendre que leur point de vue, ça me semble quand même assez dangereux. Parce qu'ils ont d'autres intérêts à défendre. Moi, j'aimerais bien qu'on lutte un petit peu là-dessus. Et peut-être que si on y arrive, on arrivera à retirer une petite carte du château de cartes du capitalisme. Peut-être que c'est celle qui fera tout tomber. Peut-être pas, calmez-vous. Mais tirez-vous un peu. C'est peut-être ça qu'il faut faire, c'est peut-être ça que ça se passe. Que ça bouge, que ça lutte. On ne peut pas laisser ces questions-là uniquement à ces structures-là, uniquement à ces organismes de crédit, uniquement à ce milieu bancaire. C'est pas possible. Ils vont faire n'importe quoi. Ils font déjà n'importe quoi. Il y a des rapports tous les ans. Après ce message d'espoir, il me reste à vous remercier de m'avoir écouté pendant un peu plus d'1 heure et à vous annoncer un dernier message. J'ai jamais fait mon budget. Merci beaucoup. Je vais boire un peu d'eau.